J'étais en train de sortir les poubelles quand je l'ai vu. Un test de grossesse. 2 traits roses. Positif. Ma femme, Amandine, était sous la douche, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas. Nous n'avions pas eu de rapport sexuel depuis 6 mois. Pas 6 semaines, pas 6 jours, mais bien 6 mois. Je suis resté là, dans notre cuisine, un sac poubelle dans une main et ce test dans l'autre, et mon cerveau s'est tout simplement arrêté. Puis, il a commencé à calculer. Si elle est enceinte et que nous ne nous sommes pas touchés depuis mars, cela signifie que... J'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter. J'avais environ 3 minutes avant qu'elle ne sorte. 3 minutes pour décider quel genre d'homme j'allais être. L'ancien moi aurait explosé, hurlé, jeté des objets, exigé des réponses. Mais j'avais appris quelque chose l'année dernière, quelque chose qu'elle ignorait. J'avais appris la patience. J'avais appris la stratégie. Et j'avais appris que, parfois, le meilleur coup est de laisser votre adversaire croire qu'il est en train de gagner. Alors, j'ai fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. J'ai remis le test dans la poubelle, j'ai noué le sac, je l'ai emmené dehors, et quand elle est sortie de la salle de bain dans son peignoir, les cheveux enroulés dans une serviette, j'ai souri et j'ai dit « Salut, ma puce. C'était bien ta douche ?» Elle m'a rendu mon sourire. « Oui, très bien. Ça va ? Tu as l'air bizarre. » « Juste de la fatigue, ai-je répondu, longue journée. » Elle m'a embrassé sur la joue, la première fois qu'elle me touchait depuis des semaines, et s'est dirigée vers la chambre. Je suis resté là, mon téléphone dans ma poche, commençant déjà à rédiger un message à quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Quelqu'un qui m'aidait à me préparer précisément pour ce moment. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite, et pourquoi la femme de son amant m'a appelé en pleurs 3 jours plus tard, abonnez-vous. Parce que ce que j'ai trouvé dans cette poubelle n'était pas seulement un test de grossesse. C'était la dernière pièce d'un puzzle que je construisais depuis 8 mois. Et quand tout s'est mis en place, cela n'a pas seulement mis fin à mon mariage, cela en a détruit 3 autres. Je m'appelle Nicolas Bernard. J'ai 40 ans et je vis à Lyon. Depuis 10 ans, je travaille comme ingénieur logiciel pour une PME de la French Tech. Un bon salaire, de bons avantages, le genre de job qui permet de vivre confortablement dans une ville devenue bien trop chère. Ma femme, Amandine, a 38 ans. Nous sommes mariés depuis 9 ans. Pas d'enfant. Son choix, disait-elle. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Ce « un jour » était repoussé année après année. J'ai arrêté de poser la question vers la 5e année. Nous vivions dans une belle maison à Sainte-Foy-les-Lyons. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin avec un grand chêne qui perdait ses feuilles toute l'année. De l'extérieur, nous ressemblions à tous les autres couples de notre rue. Heureux, stables, normaux. De l'intérieur, nous étions des étrangers qui partageaient un crédit immobilier. La distance a commencé il y a environ 2 ans. Des petites choses au début. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, a arrêté de rire à mes blagues, a commencé à passer plus de temps sur son téléphone. Des trucs du boulot, disait-elle quand je demandais. Amandine travaillait comme directrice marketing pour une chaîne de salles de sport. De longues heures, beaucoup de déplacements, des événements de team building, qui semblaient toujours tomber le week-end. Je lui faisais confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Nous étions mariés. Nous avions construit une vie ensemble. Mais la confiance est une chose curieuse. Elle est invisible jusqu'à ce qu'elle se brise. Et alors, on réalise qu'elle était la seule chose qui faisait tenir l'édifice. Il y a 6 mois, notre vie intime est morte. Pas lentement, mais d'un coup. Un soir de mars, j'ai voulu m'approcher d'elle. Elle s'est écartée. « Je suis fatiguée », a-t-elle dit. D'accord, je comprends. Une semaine plus tard, j'ai réessayé. Même réponse. 1 mois plus tard, j'ai arrêté d'essayer. Elle ne l'a pas remarqué. Ou si elle l'a fait, elle s'en fichait. Nous sommes devenus des colocataires. Polis, distants, occupant le même espace, mais vivant des vies séparées. Je me disais que c'était une phase. Le stress du travail, les hormones, quelque chose de réparable. Je ne réalisais pas que je cherchais des excuses pour quelqu'un qui était déjà parti ailleurs. La première vraie fissure est apparue en juillet.
Je suis rentré tôt du travail. C'était rare, mais notre cycle de développement s'était terminé en avance. La voiture d'Amandine était dans l'allée. Je suis entré en pensant lui faire une surprise. Au lieu de cela, j'ai entendu sa voix depuis la chambre, riant, de ce rire que je n'avais pas entendu depuis des années. Je me suis arrêté dans le couloir. Elle était au téléphone. La porte était entr'ouverte. Je sais, disait-elle d'une voix basse et chaleureuse. Tu me manques aussi. Pause. Il est au travail. Il n'en a pas pour des heures. Mon estomac s'est noué. J'aimerais que tu sois là maintenant, a-t-elle continué. Je déteste attendre. Je suis resté là, figé, écoutant ma femme parler à quelqu'un d'autre de la manière dont elle me parlait autrefois. Puis j'ai entendu ce qui m'a glacé le sang. Moi aussi je t'aime. Je me suis reculé lentement, sans bruit, j'ai pris mes clés et je suis parti. J'ai conduit pendant 2 heures avant de revenir. Quand je suis entré, elle était sur le canapé à regarder une série comme si de rien n'était. « Salut ma puce », a-t-elle dit. « Tu es rentré tôt ?»« Oui », ai-je dit, « on a fini plus tôt. » Elle a souri et s'est remise devant son écran. Je suis allé dans la chambre et je me suis assis sur le bord du lit, les mains tremblantes. C'est là que j'ai pris une décision. Je n'allais pas l'affronter. Pas encore. J'allais d'abord tout découvrir. Je suis ingénieur. Je connais les systèmes. Je connais les données. Je sais comment trouver des schémas dans le bruit. Alors, j'ai commencé à chercher. D'abord, j'ai vérifié notre facture de téléphone détaillée. Compte en ligne, accès facile. Amandine envoyait des messages à un numéro plus qu'à n'importe quel autre. Des centaines de messages, des appels qui duraient des heures. J'ai fait une recherche inversée sur le numéro. Il appartenait à un certain Romain Morel. Je ne connaissais pas ce nom. J'ai creusé davantage. LinkedIn, Facebook, Instagram. Romain Morel, 35 ans, coach sportif dans la même boîte qu'Amandine. Marié, 2 enfants. Sa femme s'appelait Stéphanie. J'ai fixé sa photo de profil. Lui et sa famille à la plage. De grands sourires. L'image de la perfection. Et j'ai pensé, est-ce qu'elle sait, elle? Je ne me suis pas arrêté là. J'ai installé une balise GPS discrète sur la voiture d'Amandine. Un petit boîtier magnétique sous le pare-choc arrière. J'ai configuré des alertes sur nos comptes bancaires joints. À chaque dépense, je recevais une notification. J'ai commencé à prêter attention à ses habitudes, quand elle partait, quand elle rentrait, ce qu'elle disait par rapport à ce qu'elle faisait. Je suis devenu un détective au sein de mon propre mariage. Et plus je cherchais, pire c'était. Amandine a commencé à travailler tard 3 soirs par semaine. Le GPS montrait sa voiture à la même adresse à chaque fois, une résidence à Villeurbanne. J'y suis allé un soir, j'ai vu sa voiture sur le parking, garée à côté du 4x4 de Romain. Je suis resté là pendant 1 heure à regarder les lumières d'une fenêtre au 2e étage. Puis je suis parti. Je n'ai pas frappé à la porte, je n'ai pas fait de scène. J'ai juste collecté des données, car j'avais appris une chose importante, l'émotion perd, l'épreuve gagne. En août, Amandine est partie en voyage d'affaires à Paris. La boîte organisait un séminaire régional. 3 jours, tous frais payés. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir sur le pas de la porte. « Tu vas me manquer », a-t-elle dit. J'ai souri. Toi aussi. Dès que sa voiture a quitté l'allée, j'ai vérifié le GPS. Elle n'allait pas à Paris. Elle allait vers le Beaujolais, dans un petit village connu pour ses vignes et ses chambres d'hôtes de charme. J'ai vérifié la carte bancaire. Une transaction est apparue, domaine de la source. 2 nuits, 550 €. J'ai consulté leur site web, forfait escapade romantique, massage en duo, jacuzzi privé. Je suis resté assis là, à fixer l'écran, et quelque chose en moi s'est éteint. Pas de la rage, pas de la tristesse, juste une concentration froide et lucide. Je ne l'ai pas confronté à son retour. Je lui ai demandé comment était le séminaire. Épuisant, a-t-elle dit, mais productif. Tu as appris des trucs. Oh, les trucs habituels, tendance marketing, stratégie réseaux sociaux.
C'était une bonne menteuse, je lui accorde ça. Mais j'étais un meilleur détective. Septembre est passé, puis octobre. J'ai continué à surveiller, à collectionner les factures d'hôtel, les relevés de messages, les données GPS la montrant chez lui 2 fois par semaine. J'ai construit une chronologie, un tableau Excel, date, lieu, dépenses. J'ai même engagé un détective privé, payé en espèces, rien de traçable. Il a pris des photos. Amandine et Romain dans un restaurant se tenant la main, s'embrassant sur un parking. J'ai regardé ces photos et je n'ai rien ressenti. L'homme que j'étais autrefois aurait été anéanti. L'homme que j'étais devenu les a juste classés. Parce que je ne montais pas un dossier pour la reconquérir. Je montais un dossier pour partir proprement, sans y laisser des plumes. Puis est arrivé le test de grossesse. Le 15 octobre, un mardi. Je sortais les poubelles, ma corvée hebdomadaire. J'ai sorti le sac de la cuisine et j'ai senti quelque chose de dur à l'intérieur. J'ai regardé, le test, 2 traits roses, positifs. Je suis resté là, le sac à la main, et j'ai fait le calcul. Nous n'avions pas eu de rapport depuis mars, soit 7 mois. Si elle était enceinte, ce n'était pas de moi. Mon premier réflexe a été de foncer dans la salle de bain pour l'affronter. Mais je me suis arrêté parce que j'ai réalisé qu'elle ne savait pas que je savais. Elle me croit idiot. Le mari aveugle qui travaille trop et ne pose pas de questions. Si je la confronte maintenant, elle aura le temps de se préparer, d'inventer une histoire, d'appeler un avocat. Mais si je reste silencieux, si je la laisse se croire en sécurité, je peux contrôler le récit. J'ai remis le test à sa place, j'ai sorti la poubelle. Quand Amandine est sortie de la douche, j'étais assis sur le canapé en train de scroller sur mon téléphone comme si de rien n'était. « Salut ma puce », ai-je dit. « Bien, ta douche ?» Elle a souri. « Oui. »« Ça va ? Tu as l'air bizarre. »« Juste fatigué, longue journée. » Elle m'a embrassé la joue et est allée se coucher. J'ai attendu qu'elle dorme. Puis je suis allé dans ma voiture, j'ai sorti mon ordinateur et j'ai envoyé 3 emails. Un à mon avocat, un à mon détective, et un à Stéphanie Morel, la femme de Romain. L'email à Stéphanie était simple. Objet, nous devons parler. Madame Morel, vous ne me connaissez pas, mais je pense que nos conjoints ont une liaison. J'ai des preuves. Si vous êtes prête à me rencontrer, j'aimerais les partager avec vous. Je ne cherche pas le scandale. Je cherche la vérité. Si cela vous intéresse, répondez-moi. Nicolas. J'ai envoyé et fermé l'ordinateur. Je suis rentré m'allonger à côté de ma femme. Elle dormait, une main posée sur son ventre. J'ai fixé le plafond et j'ai attendu. Stéphanie a répondu le lendemain matin. Je m'en doutais depuis des mois. Quand pouvons-nous nous voir ? Nous nous sommes rencontrés dans un café à Bellecour. Terrain neutre, public mais calme. Stéphanie avait 33 ans, blonde, elle avait l'air épuisée, de cette fatigue qui vient du manque de sommeil, pas du travail. Elle s'est assise en face de moi, les mains serrées autour d'une tasse de café qu'elle ne buvait pas. « Depuis quand savez-vous » a-t-elle demandé. « Depuis juillet. » « Et vous » J'ai commencé à remarquer des choses en mai. Des retards, un nouveau parfum, il s'est mis à aller plus souvent à la salle. Elle a ri amèrement. Ironique, non. Il est coach sportif. J'ai fait glisser un dossier sur la table. C'est tout ce que j'ai. Date, lieu, photo. Elle l'a ouvert, a feuilleté lentement. Ses mains ont commencé à trembler. Il y a autre chose, ai-je dit doucement. Ma femme est enceinte. Stéphanie a relevé la tête brusquement. Quoi ? Je ne sais pas si c'est de lui, mais les dates correspondent. Elle a refermé le dossier avec précaution. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je veux divorcer, ai-je dit. Proprement, calmement, avec des preuves qu'elle ne pourra pas contester. Et j'ai besoin de votre aide. Je veux que nous nous coordonnions pour qu'il ne puisse pas manipuler l'histoire. C'est nous qui allons contrôler la fin. Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. D'accord. Au cours des 2 semaines suivantes, Stéphanie et moi sommes devenus des alliés improbables. Nous partagions les infos, les captures d'écran. Elle suivait aussi la position de Romain.
Nous avons comparé nos notes. Les recoupements étaient accablants. Chaque fois qu'Amandine disait travailler tard, Romain disait à Stéphanie qu'il coachait un client. Chaque voyage d'Amandine correspondait à une convention de fitness pour Romain. Il ne se contentait pas d'avoir une liaison. Il s'était construit une seconde vie complète. Et maintenant, apparemment, ils allaient y introduire un enfant. Je n'avais toujours pas confronté Amandine. Je jouais mon rôle de mari idéal. Je souriais, je faisais la conversation, je faisais semblant. Mais je plaçais mes pions. J'ai vu mon avocat déposer les papiers préliminaires, ouvert un compte bancaire séparé. J'ai documenté chaque actif partagé, chaque compte joint, chaque bien immobilier. J'ai déplacé l'argent avec soin, légalement, vers des comptes auxquels elle n'avait pas accès. Je ne cachais pas d'actifs, je les protégeais, car je savais qu'au moment où elle saurait, elle essaierait de tout prendre. La confrontation a eu lieu un samedi. Amandine était dans la cuisine en train de faire du café. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude toute la semaine. Je suis entré, mon téléphone à la main. Dis-moi, ai-je dit négligemment. On peut parler? Elle a levé les yeux. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, ouvert l'album photo et je l'ai tourné vers elle. Sur l'écran, Amandine et Romain s'embrassant sur un parking. Son visage est devenu livide. Amandine, tu en es à combien de semaines? Ai-je demandé calmement. Elle s'est figée. Quoi? Le test de grossesse. Dans la poubelle. Tu en es à combien? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Je ne. Nous n'avons pas eu de rapport depuis 7 mois, ai-je continué d'une voix stable. Donc, à moins que ce ne soit une intervention divine, j'imagine que c'est de Romain. Les larmes ont commencé à couler. Nicolas, s'il te plaît. Est-ce qu'il est au courant? Je ne lui ai pas encore dit. Est-ce que sa femme est au courant? Elle a scié. Quoi? J'ai repris mon téléphone, j'ai montré une autre photo. Celle de Stéphanie et moi au café. Stéphanie et moi avons comparé nos dossiers, ai-je dit. Il s'avère que toi et Romain n'êtes pas aussi prudents que vous le pensiez. Les jambes d'Amandine ont lâché. Elle s'est effondrée sur une chaise. Depuis combien de temps tu sais, a-t-elle chuchoté. Assez longtemps. Elle a essayé d'expliquer, de justifier. Tu n'étais jamais là. Tu ne faisais plus d'efforts. Je me sentais invisible. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, j'ai dit une seule chose, tu aurais pu partir. Tu aurais pu être honnête. Au lieu de ça, tu as menti pendant des mois. Je suis désolé, a-t-elle sangloté. Je sais, mais le pardon ne répare pas ça. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Ce sont les papiers du divorce. Je dépose la demande lundi. Tu peux signer maintenant ou attendre ton avocat. De toute façon, c'est fini. Elle a regardé le dossier comme si c'était une bombe. Nicolas, s'il te plaît. On peut s'en sortir. Une thérapie, tout ce que tu veux. Je ne veux pas m'en sortir avec toi, ai-je dit doucement. Je veux avancer sans toi. Elle n'a pas signé ce jour-là, mais elle a appelé Romain. Je le sais parce que Stéphanie m'a envoyé un SMS, il vient de recevoir un appel. Il est en train de péter les plombs. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Allô? C'est Romain. Sa voix était tendue, colérique. On doit parler. Non, pas du tout. Tu ne peux pas juste. Si, je peux et je le fais. Tu veux parler à quelqu'un? Parle à ta femme. Elle aussi a des questions pour toi. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, Stéphanie m'écrivait, il vient de rentrer. Ça va être moche. J'ai répondu, très bien, qu'il en soit ainsi. La semaine suivante a été un chaos total. Amandine a déménagé chez une amie. Romain et Stéphanie se sont séparés. Elle a demandé le divorce 2 jours après moi. La direction de la boîte de sport a eu vent de la liaison entre 2 cadres, tous 2 mariés, l'une enceinte, et a lancé une enquête interne. Romain a été licencié. Amandine a été mise à pied.
Les dominos tombaient exactement comme prévu. Mais voici la partie qui m'a surpris. 3 jours après le départ d'Amandine, j'ai reçu un appel d'un autre numéro inconnu. C'est bien Nicolas Bernard? Oui. Ici Julie Perrin. Je pense que mon mari a une liaison avec votre femme. Mon estomac s'est de nouveau noué. Quoi? J'ai trouvé des messages entre lui et une certaine Amandine. Ils se parlent depuis des mois. Je ne savais pas qu'elle était mariée jusqu'à ce que je voie votre nom dans les fiches de discussion. Je me suis assis. Qui est votre mari? Victor Perrin. Il travaille dans la même boîte. Il est graphiste. J'ai fermé les yeux. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Les messages remontent à juin. Juin? 2 mois avant que je ne découvre l'existence de Romain. Il y a plus, a continué Julie. Je pense qu'il y en a d'autres. Au cours de la semaine suivante, j'ai appris la vérité. Amandine n'avait pas seulement une liaison avec Romain. Elle voyait 3 hommes différents, Romain, Victor, et un gars nommé Cédric de sa salle de sport. Tous mariés. Tous pensant être les seuls. L'enfant aurait pu être de n'importe lequel d'entre eux. Quand j'ai confronté Amandine avec ça, elle s'est complètement effondrée. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, a-t-elle hurlé. Je me sentais vide, et il me donnait l'impression d'être désiré. Alors tu as détruit 4 mariages pour te sentir désiré? Elle n'a pas eu de réponse. Le divorce a été finalisé en décembre. J'ai gardé la maison. Elle a gardé sa voiture et ses dettes. Pas de prestations compensatoires, mon avocat a fait un travail remarquable vu les circonstances. Elle est partie s'installer à Marseille pour recommencer à zéro. J'ai appris par des amis communs qu'elle avait perdu le bébé. Une fausse couche à 12 semaines. Je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni tristesse, juste un grand vide. Le divorce de Romain et Stéphanie a été plus violent. Des enfants étaient impliqués, des batailles pour la garde. Aux dernières nouvelles, il vit chez ses parents et travaille dans une petite salle de quartier. Stéphanie a gardé la maison et la garde principale. Victor et Julie ont tenté une thérapie, mais ça n'a pas marché. Ils se sont séparés en janvier. La femme de Cédric, Marine, a aussi demandé le divorce. 4 mariages détruits par l'incapacité d'une personne à être honnête. Je suis resté à Lyon, j'ai gardé mon job, ma maison, et j'ai commencé une thérapie. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais comprendre comment j'avais pu ignorer les signes pendant si longtemps. Ma thérapeute a dit quelque chose qui m'a marqué, vous n'avez pas manqué les signes, vous avez choisi de faire confiance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'amour. Peut-être, mais c'est aussi une leçon. 6 mois après le divorce, j'étais dans un café en train de travailler sur mon ordinateur. Une femme s'est assise à la table d'à côté et a renversé son café. Il y en avait partout. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, a-t-elle dit en attrapant des serviettes. Je l'ai aidée à nettoyer. Nous en avons ri. Elle s'appelait Claire. Elle était professeure des écoles, divorcée, sans enfant, nouvelle à Lyon. Nous avons discuté pendant 1 heure, puis 2. À la fin, elle a dit, je ne fais pas ça d'habitude, mais ça vous dirait d'aller dîner un de ces soirs? J'ai hésité. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que j'avais peur. Puis j'ai repensé à l'année passée, au sac poubelle, aux tests de grossesse, aux mensonges, et j'ai réalisé que je pouvais laisser tout cela me définir, ou choisir d'avancer. Oui, ai-je dit, avec plaisir. Claire et moi sortons ensemble depuis 4 mois maintenant. Elle sait pour Amandine, pour les liaisons, pour le test. Elle a écouté sans juger, sans essayer de me réparer. Et quand je lui ai dit que j'avais peur de refaire confiance, elle a simplement répondu, c'est normal. On va aller doucement. Doucement, c'est bien. Doucement, c'est honnête. C'est ce dont j'ai besoin. Je repense encore à ce moment parfois, debout dans ma cuisine, tenant ce test de grossesse, décidant quel genre d'homme j'allais être. J'aurais pu exploser, j'aurais pu tout brûler dans un accès de rage, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi la patience, la stratégie, l'épreuve, et au final, je n'ai pas seulement survécu. J'ai gagné. Pas parce que je l'ai détruite, mais parce que je me suis protégé.